Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture de Splendeur et misère des courtisanes d'Honoré de Balzac. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Était-elle seule dit Duthier en interrompant le loup-cervier. Oui, dit le baron d'un ton dolent. Zov en édic derrière la foidire, en dein femme de chambre. Lucien a l'air de la connaître, s'écria Rastignac, en saisissant un sourire de l'amant d'Esther. Qu'est-ce qui ne connaît pas les femmes capables d'aller à minuit à la rencontre de Nucingen dit Lucien en pirouettant. Enfin, ce n'est pas une femme qui aille dans le monde demanda le chevalier d'Espard, car le baron aurait reconnu les ducs. Je ne l'ai vu ni le bar, répondit le baron. Et voilà, 40 jours que je l'avais gergé par la police, qui ne trouve pas. Il vaut mieux qu'elle vous coûte quelques centaines de mille francs que de vous coûter la vie, et à votre âge, une passion sans aliment est dangereuse, dit Desplein. On peut en mourir. Oui, répondit Nucingen à Desplein. Ce que je mange ne me nurit de boin. L'air me semble mordel. Je fais au poids de finzaine, foire la blasse, y chez les fûts. Aide, voilà ma fille. Je n'ai pas bas pi mogibé, tu ternier brut. Je m'en sis rabordé à mes confrères qui ont ibidié de moi. Bira une million, je voudrais connaître ces deux femmes. J'y gagnerai, car je ne faiblis à la Pierce. Te mentais à Tidilé. Oui, répondit Duthier. Il a le dégoût des affaires, il change ses signes de mort. Zigne ta mûre, reprit Nucingen. Bire moi, cesse de haine, même chose. La naïveté de ce vieillard, qui n'était plus loup-cervier et qui, pour la première fois de sa vie, apercevait quelque chose de plus saint et de plus sacré que l'or, émut cette compagnie de gens blasés. Les uns échangèrent des sourires, les autres regardèrent Nucingen, en exprimant cette pensée de leur physionomie. Un homme si fort en arrivait là. Puis chacun revint au salon en causant de cet événement. C'était en effet un événement de nature à produire la plus grande sensation. Madame de Nucingen se mit à rire quand Lucien lui découvrit le secret du banquier. Mais en entendant les moqueries de la femme, le baron la prit par le bras et l'emmena dans l'embrasure d'une fenêtre. « Mon dame, lui dit-il à voix basse, ai-je jamais tit en mode tes moqueries sir fausse passion. Pire qu'est fi moguier des Viennes. En ponne femme était raide, son mari, à se dirait, taversante se moquer de lui, comme fut l'évêde. » D'après la description du vieux banquier, Lucien avait reconnu son Esther. Déjà très fâché d'avoir vu son sourire remarqué, il profita du moment de causerie générale qui a lieu pendant le service du café pour disparaître. Qu'est donc devenu monsieur de Rubempré, dit la baronne de Nucingen. Il est fidèle à sa devise. Quid me continebi, répondit Rastignac. Ce qui veut dire qui peut me retenir ou je suis indomptable à votre choix, reprit de Marsay. Au moment où monsieur le baron parlait de son inconnu, Lucien a laissé échapper un sourire qui me ferait croire qu'elle est de sa connaissance, dit Horace Bianchon, sans savoir le danger d'une observation si naturelle. Bon, se dit en lui-même le loup-cervier. Semblable à tous les malades désespérés, il acceptait tout ce qui paraissait être un espoir, et il se promit de faire espionner Lucien par d'autres gens que ceux de Louchard, le plus habile garde du commerce de Paris, à qui depuis 15 jours il s'était adressé. Un abîme sous le bonheur d'Esther. Avant de se rendre chez Esther, Lucien devait aller à l'hôtel de Grandlieu passer les 2 heures qui rendaient mademoiselle Clotilde Frédéric de Grandlieu la fille la plus heureuse du faubourg Saint-Germain. La prudence qui caractérisait la conduite de ce jeune ambitieux lui conseilla d'instruire aussitôt
Carlos Herrera, de l'effet produit par le sourire que lui avait arraché le portrait d'Esther, tracé par le baron de Nucingen. L'amour du baron pour Esther, et l'idée qu'il avait eue de mettre la police à la recherche de son inconnu, étaient d'ailleurs des événements assez importants à communiquer à l'homme qui avait cherché sous la soutane l'asile que jadis les criminels trouvaient dans les églises. Et de la rue Saint-Lazare, où demeurait en ce temps le banquier, à la rue Saint-Dominique, où se trouve l'hôtel de Grandlieu, le chemin de Lucien le menait devant son chez-soi, du quai Malaquais. Lucien trouva son terrible ami fumant son bréviaire, c'est-à-dire culottant une pipe avant de se coucher. Cet homme, plus étrange qu'étranger, avait fini par renoncer au cigare espagnol, qu'il trouva trop doux. Ceci devint sérieux, répondit l'Espagnol quand Lucien lui eut tout raconté. Le baron qui se sert de louchard pour chercher la petite aura bien l'esprit de mettre un record à tes trousses. Et tout serait connu. Je n'ai pas trop de la nuit et de la matinée pour préparer les cartes de la partie que je vais jouer contre ce baron, à qui je dois démontrer avant tout l'impuissance de la police. Quand notre loup-cervier aura perdu tout espoir de trouver sa brebis, je me charge de la lui vendre ce qu'elle vaut pour lui. « Vendre Esther ?» s'écria Lucien, dont le premier mouvement était toujours excellent. « Tu oublies donc notre position ?» s'écria Carlos Herrera. Lucien baissa sa tête. « Plus d'argent, » reprit l'Espagnol, « et 60 000 francs de dette à payer. Si tu veux épouser Clotilde de Grandlieu, tu dois acheter une terre d'1 million pour assurer le douaire de ce laideron. Eh bien, Esther est un gibier après lequel je vais faire courir le loup-cervier de manière à le dégraisser d'1 million. Ça me regarde. Esther ne voudra jamais. Ça me regarde. Elle en mourra. Ça regarde les pompes funèbres. D'ailleurs, après, s'écria le sauvage personnage en arrêtant les élégies de Lucien par la manière dont il se posa. Combien y a-t-il de généraux morts à la fleur de l'âge pour l'empereur Napoléon ? Demanda-t-il à Lucien, après un moment de silence. On trouve toujours des femmes. En 1821, pour toi, Coralie n'avait pas sa pareille. Esther ne s'en est pas moins rencontrée. Après cette fille viendra, sais-tu qui ? La femme inconnue. Voilà de toutes les femmes la plus belle et tu la chercheras dans la capitale où le gendre du duc de Grandlieu sera ministre et représentera le roi de France. Et puis, dis donc, monsieur l'enfant, Esther en mourra-t-elle ? Enfin, le mari de mademoiselle de Grandlieu peut-il conserver Esther ? D'ailleurs, laisse-moi faire, tu n'as pas l'ennui à penser à tout ça. Ça me regarde. Seulement, tu te passeras d'Esther pour 1 semaine ou 2 et tu n'en iras pas moins rue tes bouts. Allons, va recouler sur ta planche de salut et joue bien ton rôle. Glisse à Clotilde la lettre incendiaire que tu as écrite ce matin et rapporte-moi une un peu chaude. Elle se dédommage de ses privations par l'écriture, cette fille, ça me va. Tu retrouveras Esther un peu triste, mais dis-lui d'obéir. Il s'agit de notre livret de vertu, de nos casaques d'honnêteté, du paravent derrière lequel les grands cachent toutes leurs infamies. Il s'agit de mon beau moi, de toi qui ne dois jamais être soupçonné. Le hasard nous a mieux servi que ma pensée, qui depuis 2 mois travaillait dans le vide. En jetant ces terribles phrases une à une, comme des coups de pistolet, Carlos Herrera s'habillait et se disposait à sortir. « Ta joie est visible !» s'écria Lucien. « Tu n'as jamais aimé la pauvre Esther, et tu vois arriver avec délice le moment de te débarrasser d'elle. Tu ne t'es jamais lassé, de l'aimer, n'est-ce pas ? Eh bien, je ne me suis jamais lassée de l'exécrer. Mais n'ai-je pas agi toujours comme si j'étais attachée sincèrement à cette fille, moi qui, par Asie, tenais sa vie entre mes mains ? Quelques mauvais champignons dans un ragoût, et tout eût été dit. Mademoiselle Esther vit cependant. Elle est heureuse. Sais-tu pourquoi ? Parce que tu l'aimes. Ne fais pas l'enfant. Voici 4 ans que nous attendons un hasard pour ou contre nous. Eh bien, il faut déployer plus que du talent pour éplucher le légume qui nous jette aujourd'hui le sort. Il y a, dans ce coup de roulette, du bon et du mauvais, comme dans tout.
Sais-tu à quoi je pensais au moment où tu es rentré ? Non. À me rendre, ici comme à Barcelone, héritier d'une vieille dévote, à l'aide d'Asie. Un crime ? Il ne me restait plus que cette ressource pour assurer ton bonheur. Les créanciers se remuent. Une fois poursuivi par des huissiers et chassé de l'hôtel de Grandlieu, que serais-tu devenu ? L'échéance du diable serait arrivée. Carlos Herrera peignit par un geste le suicide d'un homme qui se jette à l'eau. Puis il s'arrêta sur Lucien. Un de ces regards fixes et pénétrants qui font entrer la volonté des gens forts dans l'âme des gens faibles. Ce regard fascinateur, qui eut pour l'effet de détendre toute résistance, annonçait entre Lucien et son conseil non seulement des secrets de vie et de mort, mais encore des sentiments aussi supérieurs aux sentiments ordinaires que cet homme l'était à la bassesse de sa position. Contraint à vivre en dehors du monde, où la loi lui interdisait à jamais de rentrer, épuisé par le vice et par de terribles résistances, mais doué d'une force d'âme qui le rongeait, ce personnage ignoble et grand, obscur et célèbre, dévoré surtout d'une fièvre de vie, revivait dans le corps élégant de Lucien, dont l'âme était devenue la sienne. Il se faisait représenter dans la vie sociale par ce poète, auquel il donnait sa consistance et sa volonté de faire. Pour lui, Lucien était plus qu'un fils, plus qu'une femme aimée, plus qu'une famille, plus que sa vie. Il était sa vengeance. Aussi, comme les âmes fortes tiennent plus à un sentiment qu'à l'existence, se l'était-il attaché par des liens indissolubles. Après avoir acheté la vie de Lucien, au moment où ce poète, au désespoir, faisait un pas vers le suicide, il lui avait proposé l'un de ces pactes infernaux, qui ne se voient que dans les romans, mais dont la possibilité terrible a souvent été démontrée aux assises par de célèbres drames judiciaires. En prodiguant à Lucien toutes les joies de la vie parisienne, en lui prouvant qu'il pouvait se créer encore un bel avenir, il en avait fait sa chose. Aucun sacrifice ne coûtait d'ailleurs à cet homme étrange, dès qu'il s'agissait de son second lui-même. Au milieu de sa force, il était si faible contre les fantaisies de sa créature qu'il avait fini par lui confier ses secrets. Peut-être fût-ce un lien de plus entre eux que cette complicité purement morale. Depuis le jour où la torpille fut enlevée, Lucien savait sur quelle horrible base reposait son bonheur. Cette soutane de prêtre espagnol cachait Jacques Collin, une des célébrités du bagne, et qui, 10 ans auparavant, vivait sous le nom bourgeois de Vautrin dans la maison Vauquet, où Rastignac et Bianchon se trouvèrent en pension. Jacques Collin, dit Trompe-la-Mort, évadé de Rochefort presque aussitôt qu'il y fut réintégré, mit à profit l'exemple donné par le fameux comte de Sainte-Hélène, mais en modifiant tout ce que l'action hardie de Coignard eut de vicieux, se substituer à un honnête homme et continuer la vie du forçat est une proposition dont les deux termes sont trop contradictoires pour qu'il ne s'en dégage pas un dénouement funeste, à Paris surtout. Car en s'implantant dans une famille, un condamné décuple les dangers de cette substitution. Pour être à l'abri de toute recherche, ne faut-il pas d'ailleurs se mettre plus haut que ne sont situés les intérêts ordinaires de la vie ? Un homme du monde est soumis à des hasards qui pèsent rarement sur les gens, sans contact avec le monde. Aussi, la soutane est-elle le plus sûr des déguisements, quand on peut le compléter par une vie exemplaire, solitaire et sans action. Donc, je serai prêtre, se dit ce mort civil qui voulait absolument revivre sous une forme sociale et satisfaire des passions aussi étranges que lui. La guerre civile que la Constitution de 1812 alluma en Espagne, où s'était rendu cet homme d'énergie, lui fournit les moyens de tuer secrètement le véritable Carlos Herrera. Dans une embuscade. Bâtard d'un grand seigneur, et abandonné depuis longtemps par son père, ignorant à quelle femme il devait le jour, ce prêtre était chargé d'une mission politique en France par le roi Ferdinand VII, à qui un évêque l'avait proposé. L'évêque, le seul homme qui s'intéressa à Carlos Herrera, mourut pendant le voyage que cet enfant perdu de l'Église faisait de Cadix à Madrid.
et de Madrid en France. Heureux d'avoir rencontré cette individualité si désirée, et dans les conditions où il la voulait, Jacques Collin se fit des blessures au dos pour effacer les fatales lettres, et changea son visage à l'aide de réactifs chimiques, en se métamorphosant ainsi devant le cadavre du prêtre avant de l'anéantir. Il put se donner quelques ressemblances avec son sosie. Pour achever cette transmutation, presque aussi merveilleuse que celle dont il est question dans ce conte arabe où le derviche a conquis le pouvoir d'entrer, lui vieux, dans un jeune corps, par des paroles magiques, le forçat, qui parlait espagnol, apprit autant le latin qu'un prêtre andalou devait en savoir. Banquier des Trois-Bagnes, Collin était riche des dépôts confiés à sa probité connue. Et forcé d'ailleurs. Entre de tels associés, une erreur se solde à coups de poignard. À ses fonds, il joignit l'argent donné par l'évêque à Carlos Herrera, avant de quitter l'Espagne. Il put s'emparer du trésor d'une dévote de Barcelone, à laquelle il donna l'absolution, en lui promettant d'opérer la restitution des sommes provenues d'un assassinat commis par elle, et d'où provenait la fortune de cette pénitente. Devenu prêtre, chargé d'une mission secrète, qui devait lui valoir les plus puissantes recommandations à Paris, Jacques Collin résolut à ne rien faire pour compromettre le caractère dont il s'était revêtu, s'abandonnait aux chances de sa nouvelle existence, quand il rencontra Lucien sur la route d'Angoulême à Paris. Ce garçon parut au faux abbé devoir être un merveilleux instrument de pouvoir. Il le sauva du suicide en lui disant « Donnez-vous à un homme de Dieu comme on se donne au diable, et vous aurez toutes les chances d'une nouvelle destinée. Vous vivrez comme un rêve, et le pire réveil sera la mort que vous vouliez vous donner. » L'alliance de ces deux êtres, qui n'en devaient faire qu'un seul, reposa sur ce raisonnement plein de force, que Carlos Herrera cimenta d'ailleurs par une complicité savamment amenée. Doué du génie de la corruption, il détruisit l'honnêteté de Lucien en le plongeant dans des nécessités cruelles et en l'en tirant par des consentements tacites à des actions mauvaises ou infâmes qui le laissaient toujours pur, loyal, noble aux yeux du monde. Lucien était la splendeur sociale à l'ombre de laquelle voulait vivre le faussaire. « Je suis l'auteur. Tu seras le drame. Si tu ne réussis pas, c'est moi qui serai sifflé, » lui dit-il le jour où il lui avoua le sacrilège de son déguisement. Carlos alla prudemment d'aveu en aveu, mesurant l'infamie des confidences à la force de ses progrès et aux besoins de Lucien. Aussi, trompe la mort. Ne livra-t-il son dernier secret qu'au moment où l'habitude des jouissances parisiennes, les succès, la vanité satisfaite, lui avaient asservi le corps et l'âme de ce poète si faible. Là où jadis Rastignac, tenté par ce démon, avait résisté. Lucien succomba, mieux manœuvré, plus savamment compromis, vaincu surtout par le bonheur d'avoir conquis une éminente position. Le mal, dont la configuration poétique s'appelle le diable, usa envers cet homme, à moitié femme, de ses plus attachantes séductions, et lui demanda peu d'abord, en lui donnant beaucoup. Le grand argument de Carlos fut cet éternel secret promis par Tartuffe à Elmire. Les preuves réitérées d'un dévouement absolu, semblable à celui de Séide pour Mahomet, achevèrent cette œuvre horrible de la conquête de Lucien par un Jacques Collin. En ce moment, non seulement Esther et Lucien avaient dévoré tous les fonds conviés à la probité du banquier des Bagnes, qui s'exposait pour eux à de terribles redditions de comptes, mais encore le dandy, le faussaire et la courtisane avaient des dettes. Au moment où Lucien allait réussir, le plus petit caillou sous le pied d'un de ces trois êtres pouvait donc faire crouler le fantastique édifice d'une fortune si audacieusement bâtie. Et au bal de l'opéra, Rastignac avait reconnu le Vautrin de la maison Vauquer. Mais il se savait mort, en cas d'indiscrétion. Aussi l'amant de Madame de Nucingen échangeait-il avec Lucien des regards où la peur se cachait de part et d'autre, sous des semblants d'amitié.
Dans le moment du danger, Rastignac aurait évidemment fourni avec le plus grand plaisir la voiture qui eût mené Trompe-la-Mort à l'échafaud. Chacun doit maintenant deviner de quelle sombre joie Carlos fut saisi en apprenant l'amour du baron Nucingen, et en saisissant, dans une seule pensée, tout le parti qu'un homme de sa trempe devait tirer de la pauvre Esther. « Va, dit-il à Lucien, le diable protège son aumônier. Tu fumes sur une poudrière. Incedo Perignes, répondit Carlos en souriant. C'est mon métier. L'hôtel de Grandlieu. La maison de Grandlieu s'est partagée en 2 branches vers le milieu du dernier siècle. D'abord la maison ducale, condamnée à finir, puisque le duc actuel n'a eu que des filles, puis les vicomtes de Grandlieu, qui doivent hériter du titre et des armes de leur branche aînée. La branche ducale porte de gueule à 3 La branche ducale porte de gueule à 3 doulouères, ou haches d'armes d'or mises en face, avec le fameux Saveo non timeo pour devise, qui est toute l'histoire de cette maison. L'écusson des vicomtes est écartelé de Navarin, qui est de gueule à la face crénelée d'or, et est timbré du casque de chevalier avec grand fait, grand lieu pour devise. La vicomtesse actuelle, veuve depuis 1813, a un fils et une fille. Quoique revenue quasi ruinée de l'émigration, elle a retrouvé, par suite de dévouement d'un avoué de Derville, une fortune assez considérable. Rentrés en 1804, le duc et la duchesse de Grandlieu furent l'objet de coquetterie de l'empereur. Aussi, Napoléon, qui les vit à sa cour, rendit-il tout ce qui se trouvait à la maison de Grandlieu, dans le domaine, environ 40 000 livres de rente, de tous les grands seigneurs du faubourg Saint-Germain qui se laissèrent séduire par Napoléon. Le duc et la duchesse, une ajuda de la branche aînée, alliée aux Bragances, furent les seuls qui ne renièrent pas l'empereur ni ses bienfaits. Louis XVIII eut égard à cette fidélité lorsque le faubourg Saint-Germain en fit un crime au Grandlieu. Mais peut-être en ceci, Louis XVIII voulait-il uniquement taquiner monsieur. On regardait comme probable le mariage du jeune vicomte de Grandlieu avec Marie Athénaïs, la dernière fille du duc, alors âgée de 9 ans. Sabine, l'avant-dernière, épousa le baron du Guénic, après la Révolution de Juillet. Joséphine, la troisième, devint Madame d'Ajuda Pinto, quand le marquis perdit sa première femme, Mademoiselle de Rochefide, alias Rochegude. L'aînée avait pris le voile en 1822. La seconde, Mademoiselle Clotilde Frédéric, en ce moment à l'âge de 27 ans, était profondément éprise de Lucien de Rubempré. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée. À bientôt.